Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast de Média Sorare. Pour rappel, c'est le rendez-vous de tous les managers Sorare toutes les 2 semaines. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir TT17, Thomas, qui fait partie des top 100 des plus belles galeries, qui est venu nous parler de la composition des équipes et qui surtout a gagné Mbappé en rare depuis notre podcast. Incroyable. Et pour cette nouvelle édition, je vais accueillir Parieur Panache, son nom de manager, alias Anthony, qui vient nous parler du monde des paris, parce que c'est de là qu'il vient, de sa spécialisation dans l'achat-revente à court terme et de la MLS. Anthony, bienvenue sur le podcast. Salut. Salut Mehdi. Bon, déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je trouve ça super cool que l'écosystème de Sorare continue de grandir avec des podcasts francophones. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais sur Sorare, donc je suis content qu'il y ait un podcast francophone et je suis ravi que tu m'aies invité pour aujourd'hui. Donc voilà, je m'appelle Anthony, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis français, mais j'habite au Canada depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et en effet, on me connaît sur Twitter, surtout via mon compte Parieur Panache, qui est un compte qui parle surtout paris sportif, mais qui de plus en plus parle de plus en plus aussi de Sorare. Et voilà, dans la vraie vie, je suis développeur web, data scientist. Donc en gros, je fais des applications web, des applications mobiles pour des clients qui ont des grosses bases de données et qui ont besoin de faire des applications de visualisation de données. Ok, t'as pas postulé chez Sorare pour développer leur app? Non, je t'avoue que malheureusement là je suis plus sur Paris, mais j'ai travaillé longtemps près de Paris et je pense que c'est un taf qui m'aurait bien intéressé d'essayer de rentrer chez Sorare, c'est clair. Mais là maintenant, non, je suis au Canada, je suis freelance et ça me convient bien. Et tu viens d'où en France? Je viens de la région bordelaise et après j'ai fait mes études et j'ai commencé à travailler. J'ai vécu une 15aine d'années après en région parisienne. Ok, c'est un gros changement. Mais écoute, ouais. Et au niveau de, justement, parlant de Sorare, comment est-ce que tu as connu Sorare? Quand tu disais que tu es venu du monde du pari, tu as commencé à bifurquer de plus en plus. Explique-nous un peu ton cheminement. Donc j'ai créé Parieur Panache en 2018. En gros, les paris sportifs, j'en faisais, mais un peu de manière occasionnelle, quoi. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer, je vais me créer un compte Twitter, ça va me cadrer un peu dans les paris sportifs. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens dans ce qu'on appelle la team parieur sur Twitter et de vraiment devenir plus sérieux dans les paris sportifs. Donc là, ça fait 3-4 ans que j'en fais assez sérieusement, que j'ai continué de monter ma bankroll dessus et je suis positif quoi en paris sportifs. Et Sorare, en fait, on m'en a parlé, ça fait presque 1 an en fait que mes contacts dans les paris sportifs en gros m'en parlent. Mais pour moi, c'était assez loin, quoi. Je captais pas trop en fait le projet en quoi ça consistait. Et à force, en fait, en début d'année là, à force de lire plein d'articles sur les NFT, etc. Je me suis dit bon allez vas-y, il faut que je tente quoi, faut que je vois un peu Sorare. C'est un domaine qui m'intéresse vachement évidemment parce que c'est du foot, c'est du sport, c'est de la fantasy league, ça mélange un peu, c'est au croisement de plein de trucs hyper cool hyper intéressant pour moi. Et donc voilà, en gros pour l'Euro, je me suis lancé à peu près au début de l'Euro, donc au mois de juin quoi. Ok. Et t'étais déjà familiarisé avec le monde des crypto-monnaies ou pas du tout? Non, pas du tout. Les crypto-monnaies, c'était assez lointain pour moi. Même les NFT que j'ai commencé à lire des articles dessus, ça me paraissait totalement aberrant. Les sommes qui étaient liées à ça, quoi, et les sommes engagées là-dedans. Et donc j'ai un peu regardé, vu que je pariais un peu sur la NBA, j'ai un peu regardé Top Shot à l'époque. Mais pareil, je voyais pas trop l'utilité sur les moments là, à gagner sur Top Shot. Et le truc que j'ai beaucoup aimé avec Sorare, c'est que t'avais de l'utilité quoi. À tes NFT, c'était pas juste l'aspect collection, l'aspect spéculatif pur quoi. T'avais vraiment à côté, ta carte que t'achètes, tu vas la faire jouer dans une fantasy league. Il y avait une logique entre guillemets à la valeur de ta carte qui évoluait en même temps que les performances du joueur sur le terrain quoi. Ouais, tout à fait. Tandis qu'un NBA Top Shot, il parle de faire évoluer le jeu, mais c'est surtout de la collection de moments avec différentes raretés. Bon, peut-être que c'est un sujet qu'on abordera dans un autre podcast pour spécifier la différence entre Sorare et NBA Top Shot. Et pour terminer ta présentation, quelles sont tes passions? Alors mes passions. Comme j'ai dit, j'ai 3 enfants, donc ma famille, mes enfants, c'est déjà une grande passion qui prend une grande part dans ma vie. Et après, sinon, je suis un énorme
fan de sport. Pas vraiment un pratiquant de très haut niveau, quoi. Quand j'étais petit, j'ai fait du foot, du hand, du tennis de table aussi, mais jamais à très haut niveau. Par contre, le sport de mon canapé, ça a toujours été une énorme passion. Pas que le foot. Comme je t'ai dit, je suis beaucoup la NBA. Là, en plus, maintenant que j'habite au Canada, c'est parfait au niveau des t'es dans le bon créneau horaire, ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est carrément. Donc, et puis voilà, les coupes du monde du foot, les Jeux Olympiques là sur Paris Panache justement pendant les Jeux Olympiques, j'avais fait plein de trades dessus parce que c'est un sujet qui me passionne. Enfin tous les sports, j'adore regarder des documentaires sportifs aussi. Je sais pas si tu connais les intérieurs sports sur Canal+, c'est des documentaires qui parlaient beaucoup des sportifs, des petits sports un peu que tu vois tous les 4 ans aux Jeux Olympiques. Ça, je trouve qu'il y a des histoires magnifiques là-dedans, etc. Donc voilà, tout ce qui est sport, tout ce qui est, de par aussi mon parcours professionnel, tout ce qui est data, tout ce qui est statistique aussi, ça m'a toujours bien intéressé. Dans les paris sportifs, par exemple, j'ai un modèle statistique qui me permet de parier sur le football notamment, que j'ai développé et que je mets à jour, que j'essaie de faire évoluer au fur et à mesure. Donc en gros, Sorare est arrivé un peu au croisement de tout ça, si tu veux. Ça parlait de foot. En même temps, il y avait aussi beaucoup de données à prendre en compte, parce que voilà, essayer de déterminer quel joueur est intéressant, sur lequel c'est intéressant d'investir, etc. Ça demande beaucoup de recherche, beaucoup d'analyse de données, etc. Donc voilà. Écoute, c'est très intéressant. Ça pourra justement, on pourra faire la suite par rapport à ton parcours dans Sorare. Alors avant de te laisser la parole, expliquer tes débuts, etc., je vais peut-être rapidement présenter ta galerie. Donc tu t'es inscrit le 16 avril 2021. Tu as énormément de cartes. Alors, t'as plus de 350 cartes. Il y a 11 super rares, 128 rares et 225 limited. Et au jour d'aujourd'hui, ta galerie vaut un peu plus de 10 Ethers. Donc, c'est vraiment une belle valeur. Donc, comment est-ce que t'as débuté dans Sorare ? En effet, mon compte, je l'ai créé le 15 avril, je viens de voir, c'est vrai. Mais par contre, j'ai commencé, je l'ai créé juste, et après, j'ai oublié un peu Sorare. Et je me suis vraiment mis mi-juin, en gros, pour l'euro, J'ai acheté ma première carte mi-juin. Avant, je m'étais inscrit, mais j'avais pas fait les démarches de recherche et tout. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça. J'ai commencé donc mi-juin, donc c'était pendant l'Euro. À l'époque, donc il y avait pas les limited déjà, il y avait que les cartes rares et surtout il y avait très peu de championnats qui jouaient. Il y avait la MLS, le Japon et la Corée en gros. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai mis pas mal de temps à essayer de bien comprendre toute la mécanique autour de Sorare, Donc je me suis gavé d'articles, de vidéos sur YouTube, de podcasts un peu aussi en anglais. Et en gros, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, le système de scoring, toutes les divisions, etc. Enfin bon, il y a beaucoup d'infos à avaler pour un nouvel utilisateur quand tu arrives sur Sorare, c'est assez lourd Ouais, c'est un énorme univers. Ouais, donc voilà. Et donc j'ai commencé à acheter mes premières cartes. Donc comme je te dis, c'était que les rares. Et bon, au début, moi, voilà, je savais pas. Je voulais, avoir du fun à suivre mes cartes, jouer le week-end. Mais bon, il y avait quand même l'aspect financier était aussi important pour moi. Je voulais pas non plus balancer mon argent par la fenêtre. Donc au début, j'y suis allé mollo. Le premier mois, j'ai pas trop investi dedans. J'ai essayé de comprendre comment le marché fonctionnait, etc. Et ton objectif, c'était quoi ? Viser le palier ou Oui, voilà, ouais. Mon seul objectif, c'était le palier à 0,02 ETH, évidemment. 0,01, 0,02 avec D4 AS. C'était que ça, Ça me suffisait, ça m'a permis de me faire la main, en gros, d'essayer de comprendre le marché. Donc ça, c'était ta stratégie au début. Elle a certainement évolué depuis lors quand je vois le nombre de cartes que tu as. Comment s'est passée justement cette évolution ? Assez vite, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait moyen de dégager du ROI, d'avoir un retour sur investissement positif sur Sorare. Tu vois, j'ai compris quelques mécaniques internes au jeu, internes à comment fonctionnait le marché, etc. Pourquoi les cartes prenaient de la valeur. Et donc, je me suis dit, vas-y, j'investis beaucoup plus dedans et je me lance complètement dedans, Et là, actuellement, j'ai dû investir un peu plus de 10 000 euros, dans le jeu. Sur 2-3 mois, là, ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas remis dedans. Et donc, en effet, dès le début, je me suis dit que ma principale stratégie, ça allait être de l'achat-revente de cartes. SO5, c'était vraiment un truc annexe, pour moi, la Fantasy League. Parce que je me disais que c'était trop aléatoire, les prix, que
Enfin, tu vois, je viens du monde des paris sportifs et j'ai conscience que le football, c'est un sport assez aléatoire, quoi, avec un sport à petit scoring où c'est pas forcément l'équipe qui domine qui va gagner, donc c'est pas forcément la carte la plus chère qui va te rapporter le meilleur score tous les game week, quoi. Il y a un peu cette notion d'aléatoire. Mais pour le coup, je pense que j'ai un peu trop surestimé le côté aléatoire. Et au début, si tu veux, j'achetais des cartes sans trop me préoccuper non plus de leur moyenne SO5 sur le long terme. Sora Data. Alors que maintenant, je le fais beaucoup plus, quoi. Ok. Voilà. Donc ta galerie maintenant, elle vaut 50 000 $ avec la conversion, le cours d'aujourd'hui de l'Ether. Donc ça fait 40 000 €. Donc ça fait t'as quand même fait x4 en quelques mois, qui est quand même très intéressant. Donc la stratégie, quand tu attaquais justement, tu parlais pas mal d'MLS et tout. Tu parlais aussi de notes SO5 qui était vraiment très importante. Tu as des exemples de joueurs que tu aurais bien voulu avoir peut-être au début quand tu as commencé et qui te parlaient pas du tout? Ouais, alors sur la MLS pas trop parce que il y en a quelques-uns, mais c'est surtout en Asie en fait. En Asie, tu vois, je comprenais pas au début quand je voyais les prix des Kikuchi, des Cecilia, des mecs qui dans le monde du foot normal, on va dire, en dehors de Sorare, sont assez random, quoi. Enfin, c'est pas des grosses têtes d'affiche, quoi. Donc pour moi, ça me paraissait complètement dingue de mettre autant d'argent, surtout qu'à l'époque, il y avait pas les limited, donc en rare, c'était hyper cher, quoi, les Kikuchi Cecilia. Et donc je me disais non, mais tu vois, j'avais un peu ce côté bon, vas-y, moi je vais trouver mes petites pépites en Asie qui vont faire les mêmes scores qu'eux. Et bon, je me suis trompé là-dessus, quoi. En gros, le score SO5, en effet, il y a un peu d'aléatoire, mais leur système de scoring est quand même bien foutu à Sorare. Et donc, il y a des vrais gars qui font des perfs régulièrement au-dessus des 60 points, quoi, et qui valent vraiment la valeur qu'ils ont sur le marché. À contre-coup, quoi, en y réfléchissant, je me dis que en Asie notamment, plutôt que d'essayer de choper des joueurs un peu T2, T3 assez aléatoires en espérant que un jour peut-être qu'ils explosent, quoi, je pense que j'aurais dû peut-être prendre au moins une grosse star, style Kikuchi Cecilia, qui me fasse au moins un bon score de base dans mes line-up en Asie, quoi. Donc si c'était à refaire, tu vois, je rehausserais un peu mon niveau. J'achèterais moins de joueurs peut-être, mais j'en achèterais qui ont des scores SO5 un peu plus une moyenne un peu plus élevée, quoi. Ouais, Kikuchi est connu dans le milieu de Sora parmi les managers comme étant un cheat code avec pas de triche, tellement ses scores sont juste hallucinants. L'équivalent en Europe, c'est un compatriote japonais qui est Morioka aussi, qui casse rien quand on le voit jouer. Enfin, c'est quand même un beau joueur, mais c'est surtout la plaque tournante dans son équipe. Là, il est milieu de terrain, Kikuchi est défenseur, mais c'est vrai que c'est très impressionnant les scores de ces joueurs. Tes objectifs actuels et futurs dans ton aventure Sora, c'est quoi? Alors, là, vu qu'il y a la fin de la MLS et de l'Asie, donc mon but, ça va être d'améliorer surtout l'Asie, parce que j'ai eu des très bons résultats en MLS. Par contre, en Asie, j'ai vraiment pas été bon. J'ai pas des cartes qui vont me permettre de faire des gros scores dessus. Donc le but, ça va être de profiter, je pense, de la baisse des prix qui va avoir lieu là, vu qu'il n'y a plus trop d'utilité et sur les cartes Asie, pour améliorer ma galerie là-dessus. Donc ça, c'est l'objectif que j'ai, on va dire, à court moyen terme. Après, comme je t'ai dit, j'ai plus réinvesti, j'ai encore de quoi réinvestir dedans, mais j'attends un peu le nouveau gameplay dont on parle depuis assez longtemps. Donc avec la barre de progression. Oui, donc ouais, j'attends ça avec impatience, qu'en gros, au moins qu'on n'ait pas forcément qu'ils sortent le nouveau gameplay rapidement, mais qu'on ait au moins l'info de savoir à quoi ça va ressembler, etc. Parce que pour moi, c'est important qu'il redonne de l'utilité aux cartes, tu vois, ce qu'on appelle les T2, les T3, c'est-à-dire les cartes assez moyennes. Là, actuellement, surtout en limited, tu vois, il y a très peu d'intérêt d'avoir des cartes moyennes parce qu'il n'y a pas de palier, il n'y a pas de... Donc voilà, le but, c'est d'avoir juste les meilleures cartes possibles et c'est tout, quoi. Donc et par rapport justement à ces T2 et par rapport au T2 et au T3, s'il y a quelqu'un de Sorare, de la team Sorare qui nous écoute, est-ce que tu aurais des idées justement pour augmenter l'utilité de ces cartes? Moi, je trouverais ça très intéressant d'avoir par exemple des divisions où tu peux jouer que des joueurs qui ont une note, ce qu'on appelle la note L5, c'est-à-dire la note moyenne des 5 derniers matchs, inférieure à genre 40 ou 45, quoi. Là, tout de suite, j'ai l'impression que ça redonnerait de l'intérêt à plein de cartes dont tout le monde se fiche actuellement, surtout en limited. Et tu vois, toutes les Game Week, tu feras un vrai travail de recherche. Les meilleures cartes en Fantasy League, quoi, ce qu'on appelle les studs, quoi, en gros, là, elles sont bien identifiées, quoi. C'est les joueurs du Bayern, de l'Ajax, tandis que si tu fais des divisions, en plus des divisions actuelles où tu limites à une note moyenne de 40-45, bon bah là, tous les week-ends, tu vas avoir des joueurs différents à aller chercher. Les top joueurs, ce sera pas du tout simple de savoir
lesquels sont les plus forts, lesquels vont te garantir des bons scores. Donc en gros, c'est essayer de redonner de l'utilité à CT2, CT3, tout en augmentant un peu la part de variance, quoi, d'aléatoire. Je trouverais ça intéressant parce que, à mon avis, ça redonnerait aussi plus de chance aux nouveaux managers qui arrivent avec des petits budgets. Et en gros, il y aurait un vrai travail de recherche à faire, quoi, chaque game week. Ouais, un peu comme ils le font en spécial weekly, où il y a régulièrement une weekly avec, mais là c'est généralement des cartes rares, ou super rares ou uniques, pas encore les limited, mais ouais, ta proposition tient vraiment la route en ce qui concerne les cartes limited, étant donné le supply et la rareté limitée à 1000, ça pourrait vraiment redonner de l'attrait justement aux personnes, aux managers qui gagnent ou qui achètent ce genre de cartes. Et au niveau de ta stratégie, donc tu nous as dit que tu faisais beaucoup d'achat-revente. Ouais. Est-ce que c'est une stratégie que tu vas continuer à faire ? Ouais. Il y a deux raisons. D'une, ça marche, comme tu dis, en gros, ma galerie, par rapport à mon investissement, ouais, j'ai fait x3, x4, en gros. J'ai fait le calcul récemment. C'est plus ou moins moitié-moitié, soit de l'achat-revente, soit du gain via mes prix sur SO5, quoi. Donc déjà, il y a l'intérêt financier sur mon achat-revente. Après, il y a un intérêt plus tout simplement parce que ça me plaît, quoi, en gros, d'essayer de trouver des joueurs un peu sous-cotés par le marché et où je me dis, bon, bah voilà, lui, clairement, son prix, il est trop bas, quoi, donc je l'achète et puis pour le revendre. Et ouais, ma stratégie, c'est plutôt de l'investissement, ce que je dirais d'investissement court terme, quoi. C'est-à-dire que en gros, je vais pas hésiter à acheter un gars et si son prix a augmenté, je vais le revendre genre 2 semaines, 3 semaines plus tard, quoi. Ça va, ça me posera pas de problème, quoi. Écoute, n'en dis pas plus parce que c'est justement le sujet de la rubrique suivante qui est ton sujet de prédilection. Voilà, c'est le développement justement de tes investissements. C'est une stratégie qui est très différente par rapport à celle de mon invité précédent qui était TT17 Thomas. Donc ce sont les investissements court terme. Peux-tu nous expliquer justement en détail tes investissements et comment est-ce que tu vois la chose au niveau des achats-reventes ? Déjà, ce qui est super intéressant sur Sorare, c'est que je pense que même en investissement court terme, quoi, pour faire de l'achat-revente, il y a plein de stratégies possibles. Il n'y a pas une stratégie miracle. Et bon, je la détiens pas et j'ai plein au global, on va dire, j'ai gagné, mais j'ai plein aussi de contre-exemples où je me suis totalement foiré, évidemment. Mais donc, si je peux donner quelques idées, on va dire, que j'utilise. Une des premières choses, c'est de se focaliser sur des ligues, ce que je dirais les ligues peu concurrentielles. C'est-à-dire que Sorare, à la base, c'est un projet français. Et la première ligue qui a été sur Sorare, même si moi j'étais pas là à la base, mais c'est surtout de la ligue belge, je crois. Ouais, et donc ce qui fait que je trouve que le projet est assez francophone. Il y a beaucoup d'utilisateurs basés en France et en Belgique, qui fait que par exemple la ligue belge, pour moi c'est une ligue très concurrentielle où il va y avoir beaucoup de monde sur le marché primaire ou secondaire qui va être au taquet sur les enchères, etc. Et donc c'est très très dur en fait de trouver des joueurs, ce que j'appelle des joueurs value, c'est-à-dire des joueurs qui ont un prix plus bas que ce qu'ils vont te rapporter. Donc moi je me suis surtout concentré pour mes achats-reventes donc sur la MLS au début, parce que voilà, c'était une des rares ligues qui était dispo quand j'ai commencé, et c'est une ligue pour le coup, je pense, il y a beaucoup moins de monde qui la suit et qui est au taquet dessus sur le marché. Et j'ai continué maintenant en Amérique, tu vois, en Argentine, au Mexique, j'ai fait des bons achats-reventes aussi dessus. Et pareil en Europe, la Suisse, l'Autriche, pareil, je pense que c'est des ligues qui passent un peu sous le radar. Bon, la Suisse, on n'a pas encore beaucoup de supply dessus vu qu'il y a que l'EF Session. Mais en gros, essayer de trouver des ligues toutes les grosses ligues, pareil, tout ce qui est Liga, Bundesliga, c'est beaucoup plus dur, quoi. Il y a beaucoup plus de monde qui est sur le marché et qui va checker les cartes tout le temps, quoi. Donc voilà, donc ça c'est déjà ça. Essayer de se spécialiser, je pense que ça peut être pas mal de se spécialiser dans des ligues un peu secondaires qui attirent moins le public, quoi, qui est sur Sorare. Et le Brésil aussi, certainement, tu le suis également ? Ouais, le Brésil aussi, je suis. Ouais. Après, il y a un peu moins de supply aussi. Non, ça va, mais j'ai fait un peu moins de bons coups sur le Brésil. J'en ai fait un peu récemment là, parce que tu vois là, par exemple, un autre aspect très important, c'est de suivre le calendrier, évidemment, pour savoir quels joueurs vont avoir quelle utilité quand. Et là, par exemple, les 3 Game Week qui arrivent, les seuls joueurs que tu as dispo, c'est donc les joueurs qui jouent dans les matchs internationaux et les joueurs qui jouent au Brésil. Et ça, je l'avais identifié un peu avant, ce qui fait que j'avais acheté notamment 2 joueurs de Ceará là, en rare, Steven Mendoza et Messias,
qui sont des joueurs assez random quoi, du championnat brésilien. Mais tu vois, j'ai quasiment fait x2 sur les deux parce que je les ai achetés il y a un mois où ils étaient leur utilité était assez basique quoi, tandis que là sur les 3 game week qui viennent, ils ont une très grosse utilité parce que c'est une des rares ligues qui joue en ce moment quoi. Donc en même temps que les matchs internationaux. Et quels sont tes critères de sélection justement que tu prends en compte pour les investissements court terme? Alors, j'ai plusieurs angles d'attaque, on va dire. Donc déjà les joueurs blessés. Je pense que les joueurs blessés, pas blessure longue parce que c'est du court terme justement comme je te disais, mais plutôt les joueurs qui sont absents depuis 2-3 semaines quoi, et qui sont si possible cadres ou au moins titulaires réguliers de leur équipe. Là, comme exemple récent, j'avais Baumgartner à Hoffenheim, qui est un jeune en plus qui a eu le Covid. Et tu vois là, typiquement c'est bien quoi parce que c'est un mec qui est titulaire à 100% dans son équipe, qui a eu le Covid, forcément son prix va baisser parce qu'il a des DNP et tu peux l'avoir à un bon prix et espérer le revendre assez rapidement. Donc les joueurs blessés, c'est un bon axe, je pense. Un autre axe, c'est les joueurs qui ont une note moyenne sur les 5 derniers matchs, une note moyenne assez faible, mais qui par contre ont prouvé par le passé que leur note moyenne sur les 15 derniers matchs, sur les 40 derniers matchs, ils ont une note moyenne supérieure quoi. Donc en gros les joueurs qui sous-perfent. Et ça, c'est assez lié, je trouve, ça peut être aussi lié au calendrier. C'est-à-dire que quand tu vas essayer d'investir sur un joueur, je pense que c'est intéressant de regarder le calendrier des matchs à venir, quoi. Par exemple, si tu veux investir sur un joueur en Eredivisie qui va avoir dans ses prochains matchs, qui va jouer l'Ajax et le PSV, tu peux te dire que sa note moyenne va pas être folle, quoi, parce qu'il va jouer face à des grosses équipes de son championnat. Donc forcément, sa note moyenne devrait s'en ressentir sur les quelques prochains matchs. Donc en gros, c'est un mix entre ça, entre des joueurs qui sont en train de sous-perfer, mais qui vont avoir un calendrier facile, donc potentiellement qui vont faire des bonnes perfs. Et potentiellement, ça veut dire que bonne perf égale bonne note moyenne, donc leur prix va remonter, quoi. Donc tu vois, c'est très intéressant. Ouais. On voit le background du data scientist. Ouais, c'est une espèce de cuisine. Après, ça marche pas à tous les coups, hein, comme je t'ai dit. Mais bon, je me tiens à ça. Après, voilà, Sorare Data est une mine d'informations exceptionnelle pour ça, quoi. Ça te permet d'essayer de juger le prix moyen d'un joueur, de voir que quand tu achètes un joueur, tu l'achètes pas à son prix max, tu l'achètes plutôt quand il est en dip, quoi, hein, dans la courbe descendante, et tu peux te dire là je l'achète quasiment à son bottom price, quoi. Je le vois difficilement aller plus bas, donc je fais pas d'erreur en l'achetant, quoi. C'est un mix, tu limites les risques de cette manière. Donc si j'ai bien compris, ton combo gagnant, c'est un joueur qui sous-perf, mais qui est un titulaire indiscutable dans une équipe et qui va enchaîner 2-3 matchs faciles selon sur papier, selon le calendrier. Ouais, tout à fait. Et si possible, tu vois, un mec plutôt d'une équipe moyen plus, quoi, quand même, de sa ligue. Tu vois, typiquement, je sais pas, le Vitesse Arnhem aux Pays-Bas, tu vois, c'est une équipe... la ligue néerlandaise, je trouve ça cool parce que c'est une ligue qui est très hétérogène, où tu as une vraie énorme différence entre le top et le bottom, quoi, de la ligue. Donc par exemple, le Vitesse Arnhem, ils vont être... gros outsiders face à l'Ajax et le PSV, mais par contre ils vont être très favoris face à Nimeg ou Valwijk, quoi, face aux petites équipes du championnat, quoi. Donc ça, tu vois, pour moi c'est bien, quoi, parce qu'il y a une vraie différence de niveau et donc tu peux avoir ça se ressent forcément sur les notes des gars, quoi. Et donc t'as pas trop d'attachement par rapport à tes cartes, un problème que rencontrent énormément de managers. J'essaie de m'en détacher au max. Après, franchement, on en parlera plus tard, mais mon équipe MLS, là, quand j'ai gagné la D4, je t'avoue, là, les joueurs, ça m'a fait du mal, certains de les vendre, quoi. Je me suis dit, putain, merde. Lui, il m'a fait gagner ça, et tu vois, forcément, tu t'y attaches, quoi. C'est sentimental. Ouais. Mais bon, mais j'essaie de m'en détacher parce qu'au final, je me dis, je le revends maintenant à son prix max. Et en gros, tu vois, il y a un mec, j'y pense à Marcos Lopez, c'est un petit latéral de San José, U23, quoi, qui a commencé pendant la Copa América à faire des très belles perfs avec le Pérou, quoi. Il était sélectionné en plus en équipe nationale. Et donc je l'ai acheté, il était vraiment bas parce qu'il était remplaçant en plus à l'équipe à San José. Il est devenu titulaire, il a fait des bonnes perfs et tout. Et je l'ai revendu vraiment à ce que j'estimais son prix max en rare. Mais tu vois, tu peux te dire, voilà, c'est pas grave, dans 1 mois, 2 mois, mon Marcos Lopez, je le rachèterai quand il sera redescendu, quoi. Donc bon. Et au niveau de tes achats reventes, est-ce que tu vois une différence entre le marché des rares et des limited? Est-ce que tu appliques la même stratégie dans les deux raretés? Non, carrément pas. Ouais. Déjà dans les rares, il y a beaucoup plus d'intérêt
à faire de l'achat-revente, je trouve, parce que notamment sur les T2, T3, quoi. Parce que les T2 et les T3, ils ont une utilité vu que il y a plein de joueurs qui jouent les paliers avec. Donc en gros, les T2, T3, de mecs titulaires réguliers, en gros, ils vont rarement descendre sous un prix plancher, quoi, assez défini. Tandis qu'en limited, je trouve que c'est beaucoup plus le marché, à mon avis, il est moins mature, quoi. Donc les différences de baisse et de montée de prix sont beaucoup plus grandes, quoi. Donc en gros, en limited, je vais pas hésiter à revendre des mecs qui font 2-3 bonnes perfs et qui ont leur prix qui monte. Ça va pas me gêner parce que je sais que en gros son prix peut descendre aussi vite qu'il est monté. Tandis qu'en rare, c'est quand même un peu plus long et lent, quoi. Et quand on arrive à la fin d'un championnat, donc là, comme tu dis, MLS, Asie, on arrive tout doucement à la fin, est-ce que pour toi, c'est une bonne opportunité d'acheter justement des joueurs en préparation de la nouvelle saison? Ou bien tu attendrais encore? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Non, ouais, moi je pense que c'est le bon moment là. MLS, Asie, ça va peut-être même descendre encore un petit peu. En rare, en tout cas. En limited, c'est déjà super bas. Moi, je considère que là, pour se faire des équipes en limited, en MLS et en Asie, c'est le bon moment, quoi. Il faut y aller parce que le marché des limited est vraiment enfin, tu peux te faire des équipes vraiment pour pas cher du tout. Et à mon avis, le marché des limited peut pas vraiment descendre beaucoup plus bas que ça, là, que ce qu'on a actuellement. Donc en rare comme en limited, je pense que c'est le bon moment d'acheter, quoi, sur les USA et sur l'Asie, quoi. Moi, c'est ce que je vais faire en tout cas. Et donc tu as Kikuchi déjà en limited ou bien pas encore? Non, non. J'ai pas. Je te dis l'Asie, j'ai un peu fait une croix dessus en fait. À la fin, je me suis dit bon, je me fais des équipes un peu comme ça juste pour le fun, hein, en limited, mais j'ai pas vraiment d'ambition pour l'instant dessus. Mais Kikuchi en limited, c'est peut-être une de mes cibles. J'en ai une autre là actuellement en défenseur, plutôt un défenseur U23 là. Le défenseur de Kashiwa là, pour pas le nommer, Taiyo Koga, il s'appelle, il fait des super scores en AA score, quoi, en average score, et il sera encore U23 la saison prochaine. Donc lui, je l'ai déjà en limited, c'est plutôt ma cible en rare. Et en limited, je vais voir, ouais, sur l'Asie. Comme je te dis, j'attends peut-être aussi mes investissements là, ils vont plutôt être sur les rares pendant l'hiver là-dessus. Les limited, j'attends quand même de voir ce qu'ils nous annoncent avec le nouveau gameplay, parce que à mon avis, ça peut aussi pas mal faire évoluer le marché, quoi. Et l'achat-revente, donc par rapport au limited, est-ce que tu continues à l'appliquer, donc c'est-à-dire à partir du moment où tu as des bénéfices, est-ce que tu gardes ces bénéfices pour réinvestir dans les rares ou pas spécialement, tu cherches vraiment les bonnes opportunités, que ça soit en rare ou en limited? Actuellement, je suis plutôt en mode j'investis sur les rares. Parce que en gros, mes équipes limited, je fais de l'achat-revente, mais j'essaie toujours quand même d'acheter des cartes qui vont donner de l'utilité sur SO5. Et là, je suis arrivé à un moment où en gros ma galerie en limited, elle est suffisante, on va dire, pour être plus ou moins compétitif dans chaque division, quoi. Donc là, je me focus beaucoup plus sur les rares. Et les limited, je verrai un peu plus tard, quoi. Parce que tu en as quand même 225, mais est-ce que les 225 ont une utilité ou pourraient avoir une utilité très prochainement? Non, clairement pas toutes. Ouais. C'est pour ça que là, tu vois, j'ai peu d'intérêt à essayer même de les revendre, mes limited, parce que je pense vraiment que le marché est au plus bas, donc voilà, quoi. J'ai pas vraiment d'utilité à l'achat parce que mes équipes sont plus ou moins déjà faites en limited, et à la vente, il y a pas vraiment d'intérêt parce que pour moi le prix est assez bas, donc je vais attendre que ça remonte tranquillement, quoi. Je vais plutôt hold au niveau des limited en ce moment. Je vois, tu attends que Sorare contrôle un peu le supply et qu'on attende l'arrivée de nouveaux managers. Ouais, tout à fait, exactement. Pour terminer ce thème, est-ce que tu as quelques exemples de tes plus beaux coups d'achat-revente en limited et en rare? Ouais, carrément. Donc je mets plus beaucoup. J'en ai sélectionné 3 là, notamment que je voulais parler. Les 3, c'est en Argentine. Donc c'est un bon exemple parce que l'Argentine, c'est une ligue qui, à mon avis, a été pas assez scoutée, quoi, en fait, par les managers. Et donc là, j'en ai 3, par exemple. Kevin Gutiérrez, Facundo Almada et Aníbal Moreno. Donc pour donner un exemple, Kevin Gutiérrez, je l'ai acheté 0,015 ETH, je l'ai revendu 0,052, sachant que en plus depuis entre les deux, je l'ai acheté en gros pendant l'été et je l'ai revendu récemment, Kevin Gutiérrez, donc le TH est bien monté. Il faudrait que je regarde en euros comment ça fait, mais en gros j'ai fait au moins x3, x4 sur lui en ETH. Et en gros c'est un mec qui a été prêté à Defensa y Justicia, quoi, une équipe moyenne de Ligue argentine.
qu'il faut que je vérifie, mais enfin en gros il est sous contrat dans un autre club argentin un peu plus gros, quoi. Et en gros, bah voilà, j'ai vu l'info, Kevin Gutiérrez, en fouinant quoi sur les sites argentins, en utilisant Google Translate pour traduire l'espagnol parce que je maîtrise pas l'espagnol. Et donc voilà, donc lui, pendant l'été, quoi, je me suis aperçu qu'il allait être transféré là-bas, en prêt, et que a priori il allait être titulaire vu ce que j'ai compris vu ce que ça disait, quoi. Donc voilà, je l'ai acheté en me disant que de toute façon 0,015 pour un gars titulaire, tu peux rarement descendre en dessous, quoi, sur les prix d'une rare. Et donc voilà, il a fait des bonnes perfs. C'est un joueur typiquement parfait pour jouer les paliers, quoi, vu qu'il c'est un milieu défensif, mais qui a un bon à score, donc il va souvent faire des 50, des 55. Et donc voilà, je l'ai revendu 0,052. Facundo Almada, c'est un autre exemple, c'est un U23 de Rosario, un défenseur que j'ai acheté 0,016. Pareil, franchement, c'était son prix, lui, pour le coup. C'était sûr qu'il serait titulaire, vu ce que je lisais et vu les premiers matchs. Je l'ai acheté en début de championnat. Et en gros, c'est un mec titulaire U23 dans un club Rosario, c'est un club moyen, on va dire, de la Ligue argentine. Ouais. Et tu prends le même mec en Europe, quoi. En Belgique, par exemple, il vaut tout de suite 2 fois et demi plus, quoi. Et donc voilà, je l'ai acheté 0,016. Il m'a permis de faire des bonnes places en U23, en D4. Et en plus, et puis il a enchaîné quelques grosses perfs et je l'ai vendu 0,07. Donc 0,016 à 0,07, pareil, c'est genre du x5, x6. Exactement. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est un bon exemple en gros de ligue qui passe un peu sous les radars, je trouve, la Ligue argentine, où tu peux faire des bonnes affaires comme ça. Et ce qui est cool, tu vois, c'est que Sorare, ils arrêtent pas. Ils ont sorti récemment la Ligue péruvienne. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un club dessus, mais faut pas hésiter en fait, à fouiner dans ces ligues. Ouais, moi, j'ai un petit clin d'œil au manager qui va se reconnaître, mais j'ai un ami manager qui avait acheté Julian Alvarez en super rare et c'était au début, et puis là, enfin, c'est juste un monstre avec plein de rumeurs qu'il envoie dans des très très beaux clubs en Europe. Effectivement, ces ligues qui ne sont pas connues ici en Europe. Il y a beaucoup de pépites et des beaucoup à faire. Bah écoute, je te remercie d'avoir abordé ce sujet d'achat-revente à court terme en ce qui te concerne. Et je te propose d'attaquer la 4e rubrique du podcast qui est l'analyse de galerie. Alors c'est la première fois qu'on va le faire en audio. Donc ce que je te propose, Anthony, c'est que je pose le cadre. Il y a pas mal d'auditeurs qui ont posté donc leur nom de manager, le lien vers leur galerie sur le compte Twitter de Média Sorare. Et on a sélectionné Simi 97, donc SIMI 9797 pour mes amis belges et suisses. Alors sa galerie, elle vaut 2,73 Ethers au jour d'aujourd'hui. Il a 35 cartes, 18 cartes limited, 17 cartes rares et uniquement des joueurs européens. Alors dedans, il a 7 gardiens en limited. Il y en a un seul qui est titulaire, qui est en Autriche, qui est Casali. Et il a 6 jeunes remplaçants en Europe, dont Lounine, qui est le remplaçant de Thibaut Courtois. Il y a Svilar, Mexedo de Porto, si je me trompe pas, Lamens, Bruges. Et 2 gardiens rares, mais aucun titulaire dedans. Par contre, il a quand même André Onana, qui va certainement rebondir dans un club, peut-être en cas de blessure. Enfin, je le souhaite vraiment pas parce que je l'ai également, c'est pas Zver. Donc il reviendrait titulaire avec l'Ajax. Et un jeune remplaçant, Svilar aussi, qu'il a en limited. Alors, il a 5 défenseurs limited. Dedans, il y a seulement 2 titulaires, qui sont Gaïa, donc de Valence, et Siquet, qui joue au Standard, ainsi que 3 remplaçants. Et 6 cartes rares, avec un seul titulaire indiscutable, qui est José María Jiménez de l'Atlético Madrid, qui fait vraiment des très très beaux scores, mais de temps en temps, il a quelques DNP parce qu'il est assez fragile physiquement. Un titulaire avec de nombreux DNP qui était Batu Binsika, qui joue à Famalicão et qui vient d'Anvers. Et puis 3 autres joueurs qui alternent banc titularisation avec des scores très moyens et un jeune remplaçant. On passe au milieu, 4 milieux limited avec 2 titulaires, dont un qui est vraiment pas mal du tout, qui est Holzhauser, le milieu de terrain offensif du Beerschot en Belgique, et Raskin, le jeune du Standard. Il y a 2 remplaçants aussi. Et alors il y a 5 milieux rares, avec un gros titu qui fait vraiment des beaux scores, qui joue en équipe nationale belge, qui est Yuri Tielemans. 2 autres titulaires qui font des scores un peu plus dans la moyenne, je veux dire aux alentours de 45-50, qui sont Acosta et Carrasco. Et également, pour le coup, Acosta, il joue aux États-Unis, donc il y a quand même un joueur aux États-Unis. Et il y a 2 jeunes, dont un titu avec Kakache à Saint-Tron et Mauro Junior. Et je termine par les attaquants avec 2 limited, un titu, mais qui est assez fragile, qui est Milik, évidemment de l'OM, un jeune Youssouf Demir
qui est sur le banc, donc Barcelone, et 4 joueurs rares, mais dedans aucun titulaire. 2 qui jouent, qui rentrent dans les matchs, mais qui ne sont pas titulaires, sauf blessure ou sauf grosse rotation pour les petits matchs de coupe. C'est Irving Lozano, il y a aussi Maximiliano Gomez à Valence, et alors il y a les 2 jeunes, de très bons jeunes, Raúl Moro et Romero. Alors le profil du manager, il m'a dit... Il aimait le jeu et surtout prendre du plaisir, qui vise le 2e palier à 250 points, donc en ASD4 le plus possible, qui cherche à améliorer sa team. Il voudrait faire aussi de l'achat-revente sur le moyen long terme, un peu comme toi, mais sauf que c'est plus des grosses blessures, et ainsi de suite pour réinjecter ses bénéfices donc dans les rares. Il compte pas réinjecter des éthers, mais faire avec ce qu'il a actuellement. Et voilà, il voudrait, son problème actuel, il désire atteindre les paliers le plus souvent possible, tout en continuant à appliquer sa stratégie de plus-value sur revente. Alors, quel est ton avis par rapport à cette galerie, Anthony ? Alors, donc moi je pense déjà que il a une équipe suffisante pour viser les paliers. Bon, il va avoir un GK Common là actuellement, j'imagine, parce que Onana, comme tu as dit, il joue pas en ce moment, mais il va revenir bientôt, je crois. Sa suspension. Gardien Common, il en a deux très bons qui scorent très bien actuellement. C'est Ospina et Black score un tout petit peu moins bien, mais c'est quand même un énorme gardien. Donc il a 2 très bons gardiens en Common. Ouais, carrément. Donc c'est pour ça que je pense qu'actuellement, en tout cas, il doit faire les paliers assez souvent parce qu'il a, comme tu dis, tu vois, s'il met Tillmans, Lozano, en défense Jiménez, plus un gardien et après un de ses autres titulaires, ça doit lui permettre de faire au moins le premier palier assez souvent. Vu ce que tu m'as dit aussi, il est plutôt dans le mode moyen long terme, quoi. C'est ce que je vois dans ces galeries. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, genre là Raúl Moro, tu vois, Maximiliano Romero. C'est beaucoup de jeunes joueurs, j'imagine, où il espère faire un profit sur eux dans plusieurs mois, quoi, en fait. Ce que je trouverais un peu dommage, moi, c'est qu'il soit pas vraiment allé sur les limited. Tu vois, il a que un gardien titulaire, comme tu dis, Casali là de Altreich, mais l'Autriche, il va y avoir le break bientôt en Autriche là pendant l'hiver, ils vont pas jouer. Très long break comme la Russie d'ailleurs. Ouais. Donc ça va lui poser un souci. Donc moi je pense que ce que je ferais à sa place, c'est revendre une de mes cartes rares, on va dire moyennes, quoi, qui s'il veut garder ses jeunes, tu vois, genre par exemple Alvaro, je sais pas combien il coûte, Alvaro de l'OM, tu vois, Alvaro il est pas vraiment titulaire, quoi. L'OM c'est un joueur, tu peux pas vraiment sur SO5, voilà, tu vois, il vaut 0,016. Et à mon avis, tu vois, tu revends un Alvaro 0,016, c'est un mec qui va pas, au moins le moyen terme, je vois pas trop comment son prix va monter. Donc tu fais rarement une erreur, je pense, à le revendant à 0,016. Et par contre, avec 0,016, il a moyen d'améliorer un peu ses équipes en limited, quoi. Essayer de revendre les quelques joueurs qu'il a en rare, qui ont encore une value, mais qui lui apportent pas trop d'utilité, pour profiter du fait que les limited sont vraiment à un très bas prix en ce moment. Et pour essayer quand même, tu vois, il a dit qu'il voulait avoir du fun, quoi, enfin qu'il aimait bien le jeu en lui-même. Bah à mon avis, il aura du fun en essayant de se faire par exemple 2 équipes en limited qu'il aligne avec un gardien titulaire à chaque fois. Et pendant tout l'hiver, qu'il se fasse, je sais pas, une D5 AS et une D5 U23 ou une D5 champion Europe, vu qu'il a Gaïa. Donc il a Gaïa Milik, tu vois, c'est une bonne base déjà en D5 champion Europe. Et après, en D5, c'est un peu la loterie, mais t'es pas à l'abri d'une bonne surprise et de choper une T2 ou une T1 ou alors un podium si vraiment t'as vraiment de la chance sur une game week. Moi, ce que je lui conseillerais, c'est plutôt ça, quoi. Revendre ces rares qui lui servent pas à grand chose, quoi, une ou 2 rares. Et avec une ou 2 rares de vendus, voilà, s'il gagne 0,04, 0,05, tout de suite, tu peux te faire 2 équipes limited qui tiennent la route largement. Tout à fait. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai une analyse, et ça, c'est un peu l'objectif de l'analyse de galerie avec l'invité, c'est que chacun a son point de vue, chacun a sa stratégie aussi. Moi, en ce qui me concerne, en fait, je te rejoins sur pas mal de points. La seule chose, c'est que au niveau des attaquants, parce que vraiment son objectif à 6097, c'est de viser un maximum de fois le palier. Le problème, c'est que Irving Lozano ou l'autre attaquant Maximiliano Gomez, ce ne sont pas des titulaires évidemment indiscutables. Ils peuvent monter et être performants, mais voilà, il faut régulièrement, je trouve, moi, un alignement de planètes pour pouvoir
toucher les paliers. Alors la base est excellente, c'est-à-dire un gardien common comme Ospina qui fait souvent des clean sheets, qui est en pleine bourre avec Napoli, et puis Oblak aussi la défense, dès que la défense sera de nouveau opérationnelle avec moins de blessés, dont le retour justement de Jiménez, je pense ces deux gardiens common pourront faire des beaux scores au-dessus de 60 assez régulièrement, malgré le bonus négatif parce que c'est une carte common. Donc la base, c'est vraiment le gardien common, et puis la Tielemans qui est vraiment très très bon, et Jiménez quand il reviendra. Ça, c'est vraiment 3 gros scoreurs. Par contre, en ce qui me concerne, je trouve qu'il devrait améliorer l'attaque, car il n'y a pas justement de joueurs titulaires, et en extra il y a Carrasco qui est souvent titulaire, qui joue quasiment 80 minutes en moyenne, et de temps en temps il est décisif, et quand il est décisif, son score évidemment passe à 70, à 70 ou 80. Donc pour moi, à sa place, ce que je ferais, c'est sans ajouter de budget supplémentaire, il faut vendre pour acheter. Donc je te rejoins là-dessus. Pour moi, une vente de, par exemple, Lozano et même Gomez rapporterait 0,25, et avec ce montant, il y a moyen de prendre un titulaire indiscutable comme un Michael Frey de l'Antwerp Anvers. Il y a Shamar Nicholson qui est vraiment très bon avec Charleroi, surtout que Charleroi est en forme. Il y a encore Storm, Mitoma qui devient titulaire avec l'Union. Il y a Remchuk, même Sobolev qui titulaire, mais bon là c'est un peu plus délicat parce qu'il y a un joueur, Ezequiel Ponce, qui est pour le moment blessé, et peut-être qu'il va perdre sa place lors du retour de Ponce. Mais en ce qui me concerne, je ferai ça, je garderai les 3 joueurs, donc Coman, Tielemans et Jiménez. En plus, Tielemans et Jiménez, tout comme Ospina et Oblak, il pourra les aligner tous les 3 lors des petites game week dans les trêves internationales, parce qu'ils sont tous les 3 titulaires en équipe nationale. Et puis ensuite, c'est juste un peu affiné. Même Carrasco est régulièrement titulaire avec la Belgique, mais à vraiment avoir pour moi un attaquant où il est sûr qu'il va monter, qui va jouer pas les 90 minutes, mais lors de la première minute, en tout cas, il se retrouvera sur le terrain. Je sais pas ce que t'en penses. Non, c'est une bonne idée. Je rajoute que, en plus, la Belgique, tu donnais Frey ou Nicholson. La Belgique, j'ai regardé un peu le calendrier, je crois que c'est la ligue qui a le plus de game week qui va jouer là jusqu'à fin décembre. Genre, ils ont notamment 3 game week d'affilée là, mi-décembre, et c'est une des rares ligues où va y avoir ça, quoi. Donc c'est, à mon avis, c'est des bons achats, quoi, parce qu'au moins ils vont même de lui donner de l'utilité sur une game week du milieu de semaine s'il prend un Frey ou un Nicholson, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs la ligue la Ligue européenne qui commence, si je me trompe pas, en premier également début, c'est mi-juillet ou un truc comme ça, mais c'est une des premières ligues qui débute également. Et alors concernant les limited, moi je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, donc ils mettront du temps avant d'être titulaires, sauf blessure. Je pense plus particulièrement aux gardiens. Et comme il n'y a pas de palier en limited, il faut essayer d'avoir quand même 5 bons scoreurs pour avoir une chance d'être dans les places gagnantes assez régulièrement, ou bien, comme tu dis, un alignement de planète, c'est toujours possible. Je me rappelle une anecdote, mais là, c'est pour parler des rares, il y a peu de temps, il y a quelqu'un qui a gagné en ASD4 avec un gardien common, c'était Alisson, et les 4 autres joueurs, il y avait, je pense, 3 joueurs de Eupen et un joueur de la Sampdoria. Et il a eu un alignement de planète absolument magique, et il a terminé premier. Donc, comme quoi c'est possible, mais c'est quand même très très rare, c'est assez rare pour pouvoir justement le souligner. Donc pour revenir à la galerie limited, Holzhauser score bien, malgré la mauvaise saison du Berscott, mais ça va un tout petit peu mieux depuis le changement d'entraîneur. Milik, comme tu dis aussi, s'il tient physiquement, il peut régulièrement être décisif, surtout que l'OM a une belle équipe cette année. Gaïa, c'est plutôt tout ou rien, lui, dans son scoring, mais on peut raisonnablement attendre un bon score, tous les 2 matchs, un match sur 2 plutôt de sa part. Reste le poste de gardien, où le score du seul gardien titulaire, Casali, est plutôt faible, en plus du fait que l'Autriche a une longue trêve, comme tu l'as souligné, et en plus son équipe Altac est avant-dernière en Autriche. Donc c'est quand même très très juste. Et puis en joueur extra, il a Raskin et Siquet, donc les 2 joueurs du Standard, 2 joueurs U23 qui ont beaucoup de potentiel. Ils sont titulaires, ils ont des scorings respectables. Donc moi, la conclusion, le conseil que je donnerais, c'est renforcer le poste de gardien de but et essayer de prendre un deuxième attaquant à côté de Milik, parce que ça va tourner quand même au niveau de l'attaque de l'OM. Et puis tenant compte de l'historique un peu
des blessures de Milik, je pense que ça serait plus sage d'avoir une solution de rechange. Ouais, viser aussi surtout des mecs avec un haut plafond, quoi. C'est-à-dire que en limited, ça sert vraiment à rien actuellement de prendre des gars qui vont faire une moyenne de 40-150, tu vois, des milieux défensifs qui feront jamais de décisif, quoi. Ça sert à rien. Donc il faut bien regarder la courbe SO5 et essayer de choper des mecs. C'est pas grave s'ils font des 30 et des 35, mais si des fois ils sortent des 80-90, quoi, tu vois. En limited, c'est surtout important surtout au milieu, en fait. Le milieu de terrain, c'est important pour moi, en gros, souvent d'avoir un milieu offensif qui va potentiellement te faire des décisives. Par contre, ça sert à rien, un milieu défensif qui certes aura un bon A score, mais qui fait jamais de décisif. Donc voilà. Franchement, maintenant, moi, j'ai regardé un petit peu, justement pour analyser ces galeries, j'ai regardé, franchement, il y a des cartes en dessous 0,05. En limited, il y en a beaucoup maintenant. Tu vois, tu prends peu de risques financiers à essayer de te faire une bonne équipe, quoi. Le problème, c'est le gardien. Le gardien, comme tu dis, il va falloir quand même qu'il investisse un petit peu, réinvestisse un petit peu s'il revend une eau rare, comme je disais, pour se choper un gardien belge, c'est pas mal parce que les gardiens belges, ils vont être quand même un petit peu moins chers, je pense, que les gardiens en Liga ou en Bundesliga, par exemple. Donc un gardien belge. Oui, les gardiens challenger, à part les tout gros scoreurs, et puis ils ont beaucoup de taf en Belgique en général, les gardiens. C'est une ligue où ça score pas mal. Et écoute, super. J'espère que Simi97 sera content de nos deux analyses, qui pourra justement appliquer ou adapter sa stratégie pour améliorer son équipe. Donc à tous les auditeurs, n'hésitez pas à chaque podcast de proposer votre galerie et on fera le même exercice avec chaque invité. Anthony, on attaque les deux dernières rubriques qui sont des questions-réponses du podcast. Alors le premier, c'est le même questionnaire que pour TT17, que pour Thomas. Ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare, c'est qui? Ou ce sont qui? Alors moi je suis un vieux, hein, j'ai 36 ans, donc mes joueurs préférés, j'en ai plus vraiment, qu'en gros, j'ai pas vraiment, je m'attache difficilement à un joueur. Je suis supporter des Girondins de Bordeaux, donc je m'attache plutôt à mon équipe des Girondins de Bordeaux. Donc mes joueurs préférés, en gros, c'est des joueurs qui jouent plus, quoi. C'est les joueurs des années 90 aux Girondins quand on avait une équipe folle. Donc l'époque 96, Zidane, Dugarry, Lizarazu, l'époque 98, Miku, Viltord, quoi. Donc voilà. C'est mes idoles de jeunesse, en gros, c'est mes joueurs préférés. Si j'ai un joueur quand même actuel que j'aime beaucoup et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est Alexander Isak de la Suède et de la Real Sociedad. Franchement, je le trouve super fort. Il a un physique parfait, quoi, pour le football moderne, quoi. Il est grand, il est rapide et techniquement pour sa taille, il est super fort. Et je trouve qu'on en parle beaucoup moins que les. Bon, il est moins mis en avant à la Real Sociedad, hein, et il a encore moins d'achievement, quoi. Il a encore fait moins de choses que Mbappé, Haaland, par exemple. Mais je pense vraiment que ça peut être un top joueur des années futures, quoi, Isak. Donc j'ai sa limited. Mon but, c'est d'avoir sa rare aussi, tant qu'il explose pas trop. Son prix est encore abordable, je trouve, en rare. Mais je pense vraiment que c'est une future grosse star du football européen et mondial. Je suis d'accord avec toi. Il a seulement 22 ans, donc il a l'âge de Mbappé. Il fait vraiment des très beaux scores. Il contribue aussi au super début de saison de la Real Sociedad. Et effectivement, je ne l'ai pas en rare, mais je voudrais bien l'avoir. Même si c'est pas une priorité, je voudrais bien le gagner comme reward ou justement essayer d'épargner pour pouvoir l'acheter. Ton plus beau résultat? J'en ai entendu que t'avais winné en D4 America. Ouais, c'était quand exactement? C'est ça mon plus beau résultat. J'ai gagné la Game Week fin septembre. C'était drôle parce que j'étais, pour la petite histoire, j'étais au mariage de mon frangin. Donc alors que d'habitude je suis au taquet, tu vois, les Game Week, je suis tout et tout. Et là je rentre un peu éméché de ma soirée et je vois, tu vois, en plus c'est la nuit. J'étais en France à l'époque, donc c'est la nuit les matchs en MLS. Et là je me dis putain, mais ils ont tous fait des scores de ouf. Et donc voilà. Et donc j'ai gagné, en plus avec une équipe, franchement pas avec des stars, hein. J'avais Brad Guzan dans les buts, donc c'est un papy, mais c'est un titulaire régulier de MLS. Julian Gressel en défense, c'est un mec, ça j'en ai pas parlé dans les achats-reventes, mais c'est un mec qui tire les coups de pied arrêtés. Et ça c'est assez important aussi si faut toujours essayer c'est vachement important en fantasy, des mecs qui tirent les coups francs, les corners, quoi, même indirect, en gros, ça donne quand même un potentiel de passe décisive un peu plus fort, quoi. Donc voilà, Julian Gressel de Washington. J'avais Eduardo Lopez, qui est un petit Mexicain de San José qui avait fait un match de foot, voilà. Romain Métanire, un ancien du FC Metz. Et Felipe Mora en attaque. En gros, que des joueurs moyens plus, on va dire, de MLS.
Mais bon, là, ça s'est aligné, quoi. Ils ont tous fait des super scores en rare, en D4. Et ça m'avait permis de gagner. Et pour la petite anecdote, j'ai gagné une autre division. Donc, j'ai 2 wins pour l'instant. C'est en D5 U23. Mais c'était au tout début des Limited, pendant un break international. Et j'ai gagné la D5 U23 avec, j'ai regardé là avant le podcast, avec 193 points. C'est-à-dire un total ridicule. Avec un gardien DNP. Avec aucune action décisive. Et bon, j'ai gagné parce que c'était le début des Limited et bon, personne n'était trop dessus encore. Et donc voilà, ça m'avait fait gagner 0,05 ETH et Vandervoort Limited, donc un des meilleurs gardiens 23 du jeu. Donc c'était énorme, quoi, juste pour avec une équipe qui m'avait coûté rien du tout, quoi. Voilà. Écoute, comme quoi tout est possible. Et ta plus belle récompense, donc Vandervoort Limited, c'est très très beau. Et t'avais gagné qui en D4 America? J'avais gagné Thiago Almada, le jeune meneur de jeu du Vélez Sarsfield, donc en rare, donc c'était génial, quoi, c'était ouf. C'était une des meilleures cartes que je pouvais espérer en plus, donc j'avais de la chance au grattage, quoi. et donc ouais, donc je l'ai joué un petit peu en U23, il m'avait permis de gagner quelques cartes et je l'ai revendu il y a pas très longtemps parce que le championnat argentin se terminait et parce que je l'ai vendu 0,55 je crois ETH et je trouvais que c'était quand même assez c'était pas loin tentant, de son prix max, quoi. Ouais. Ouais. Et là maintenant il va être transféré en MLS justement, il va jouer à Atlanta en MLS, hein. Donc ça va être intéressant à suivre, c'est un fort joueur. Après il a un physique, il est assez petit, quoi, donc on va voir si un jour il vient en Europe, mais pourquoi pas. Ça risque de former un super duo avec Ezequiel Barco si Barco reste à Atlanta, évidemment. Ouais, ils ont plein de petits je sais pas si tu connais Marcelino Moreno, c'est un espèce de super joueur aussi en MLS. Clairement ils sont au-dessus du niveau MLS. Ouais. C'était le côté top. Le flop, ton plus gros coup de passe. Alors là, j'en ai pas mal. Hein. J'en ai pas mal. Vu que j'ai une grosse galerie, tu vois, évidemment, je fais des bons coups, mais je fais aussi beaucoup de mauvais coups. Mon pire truc, je pense, c'est Bobby Shuttleworth. Bobby, si tu nous écoutes. Alors, c'est un gardien, du Chicago Fire. Et en gros, je l'ai acheté en rare, mi-septembre. Il était moins de 0,1 ETH. Et bon, les gardiens, tu vois, c'est un investissement, c'est une denrée rare, quoi. Des gardiens titulaires, c'est toujours un peu de stress, quoi, d'en acheter un. Tu veux pas faire d'erreur dessus, quoi, parce que ça coûte cher. Et donc je l'ai acheté, alors je l'ai regardé, hein. Je l'ai acheté le 17 septembre et son dernier match titulaire, c'était le 16 septembre. C'est-à-dire qu'en gros, je l'ai acheté et après il a plus joué de la saison, quoi. Donc je l'ai acheté 0,095 ETH. Donc je l'ai acheté parce qu'il était sous 0,1 et il y avait aucune info qui disait qu'il allait perdre sa place de titulaire. Et sauf que manque de bol, il a perdu sa place de titulaire. En gros, le Chicago Fire, ils avaient plus rien à jouer sur la fin de saison là, donc les 7-8 derniers matchs, ils ont fait jouer un jeune de 17 ans qui a fait des super perfs. Ouais, tout à fait. Bah moi j'ai eu un peu le même flop. J'avais Pasveer et Stekelenburg, et puis j'ai vendu Pasveer parce que Stekelenburg revenait de blessure et pas de bol. Stekelenburg dehors pour la saison et probablement fin de carrière. Mais étant donné que l'Ajax cartonnait, ben voilà, j'ai été obligé de racheter Pasveer au double du prix où je l'avais vendu. Voilà, bel exemple aussi de mauvais timing. Et c'est comme ça. Quand tu es sur Sora, quand tu composes ta line-up ou quand tu fais tes achats, quels sont les 3 onglets qui sont toujours ouverts? Alors, Sorare Data, évidemment. Je pense que là, c'est un peu la Bible, quoi. C'est l'aide. C'est même je passe plus de temps sur Sorare Data que sur le site de Sorare, en fait. Ça me permet, d'identifier les courbes de prix, de voir si le mec est plutôt à son top, à son max de prix, évidemment de faire des recherches, etc. Après, j'utilise beaucoup Transfermarkt. Ça me permet évidemment de voir un peu l'historique des joueurs, leurs derniers matchs, etc. D'identifier assez rapidement si le gars est plutôt un titulaire, un joueur clé, plutôt un gars de rotation, quoi. Et aussi, ça me permet de voir la valeur, même si Transfermarkt est pas, sur certains joueurs, est pas forcément hyper précis, ça me permet quand même de voir, en gros, la valeur réelle d'un joueur, quoi. Donc, en gros, même si, là, j'ai un exemple récemment, tu vois, en Espagne, il y a Pedraza, qui est un latéral de Villarreal. Et en gros, sa valeur Transfermarkt, c'est pas loin de 20 millions d'euros, alors que le mec sur Sorare, il est beaucoup moins cher en rapport par rapport à sa valeur sur Transfermarkt, parce qu'il est remplaçant. Mais en gros, Pedraza, tu vois, c'est un jeune espoir du championnat espagnol qui a pas encore confirmé, qui est un peu dans la rotation à Villarreal. Et tu vois, ça me permet aussi de contrebalancer, de voir, ok, le prix Sorare, est-ce qu'il est vraiment réaliste par rapport à la valeur réelle du joueur, etc. Est-ce que ce joueur, et s'il vaut 20 millions d'euros sur Transfermarkt et qu'il n'est pas titulaire, il y a de fortes chances que
il n'a pas envie de rester dans la rotation toute sa vie, il va peut-être partir, etc. Donc voilà, donc j'utilise Transfermarkt un peu là-dessus. Et après, le dernier truc, le Discord officiel en anglais de Sorare, je passe beaucoup de temps dessus, je participe un peu. Et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de petites infos, il y a beaucoup de gens pertinents dessus, bon, faut faire le tri, mais il y a beaucoup de gens pertinents qui font des études plus globales, quoi, sur le marché, sur Sorare, l'évolution des prix. Il y a aussi Dan, qui est un des membres de la team de Sorare, qui des fois répond à certaines questions et qui va donner des petites infos qui sont pas forcément sorties autre part. Donc là, par exemple, récemment, il a dit, notamment, c'est un petit truc, comme il a dit, oui, il y aura des enchères sur les cartes MLS et Asie jusqu'au début de la prochaine saison, ce qui n'était pas forcément évident. Tu pouvais te dire, bon, il y aura peut-être plus d'enchères vu que le championnat va s'arrêter, mais non. Donc ça veut dire que forcément les prix vont sûrement continuer de baisser, quoi, s'il y a encore des enchères dessus. Donc voilà, plein de petites infos comme ça, donc j'aime bien passer du temps sur le Discord officiel. Ouais, 3 infos importantes. Bon, Sorare Data évidemment, Transfermarkt aussi. J'aimais bien passer, en tout cas au début, lors de mes premiers achats. Et pour la petite anecdote, c'était exactement comme toi. Je regardais la valeur des joueurs et puis quand je ne comprenais pas encore l'importance des statistiques via Opta et du système de calcul de points de Sorare, je me basais pas mal aussi sur les valeurs des joueurs. Dernier point, si tu avais un joueur à conseiller, à suivre absolument, c'est qui ? Alors, je vais parler de la MLS parce que c'est la ligue, je pense, que je suis le plus, que j'ai le plus suivi avec Sorare. Et en plus, je pense que c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est le bon moment pour faire des achats dessus vu que la MLS se termine et que les prix sont plus bas. Donc, si j'ai un joueur à vous conseiller, c'est Ayo Akinola de Toronto, qui est ma ville, quoi. J'habite à 25 minutes du stade. Et en gros, c'est un jeune. Donc, qui a la double nationalité US et canadienne, mais qui a été sélectionné déjà avec la sélection du Canada. Donc, il est sélectionné avec l'équipe du Canada. Et il s'est blessé mi-juin ou mi-juillet, je crois. Donc, il n'a pas joué de toute la fin de saison. Mais Toronto, en gros, il croit énormément en lui. Tout ce que j'ai lu dessus, en gros, c'est quasi sûr qu'en plus le gars est hyper. Sa blessure, il n'a pas joué toute la fin de saison, mais il va revenir quasiment sûr en début de saison prochaine, en mars là. Et donc il a sa place de titu garantie à la pointe de Toronto. Donc voilà, un attaquant U23 titulaire assuré et qui est pour l'instant qui doit valoir 0,05, 0,06 en rare, beaucoup moins. Enfin en limited, c'est vraiment on peut le choper à 0,002, 0,003. Donc pour moi pour le coup, c'est pas un truc court terme, c'est vraiment un achat plutôt moyen long terme, mais en gros, un joueur qui va vous donner de l'utilité dès le début de la saison prochaine en MLS et qui va voir son prix quasiment de façon certaine monter, quoi. Ouais, un physique assez imposant, hein. C'est un vrai dragster, ouais. Akinola. Je l'avais aussi en rare et je l'ai vendu bien m'en a pris un peu avant sa blessure. Toronto n'a vraiment pas eu de chance, hein, entre lui et Altidore qui était tout le temps blessé, ou sinon ils ont vraiment une attaque de feu si les deux étaient en forme, mais malheureusement ça s'est pas bien déroulé pour Toronto. Ouais. Écoute, je te remercie pour ce conseil qui est vraiment pertinent et que je donne vraiment mon aval sur ce joueur-là. On attaque la dernière rubrique du podcast, donc c'est les questions-réponses. Pour nos auditeurs, vous pouvez poser vos questions quand on annonce l'invité, que ce soit sur le fil Twitter de Média Sorare ou le mien, ou même celui de l'invité quand il a pas mal de followers. Donc là, on en a sélectionné 4. Anthony, je prends la question de La Sagesse, @MaxGoibs, G-O-I-B-S. Le top 4 des meilleures équipes à choisir pour démarrer. Alors, donc en gros, les équipes que tu choisis pour démarrer, elles sont utiles. Pourquoi ? Surtout pour avoir un gardien common qui va te permettre de jouer les paliers, en gros, ou qui va te permettre de jouer en D4, quoi. Donc, ce qui est très important, c'est de choisir des équipes qui ont un gardien qui est titulaire à 100%, avec un gros potentiel de clean sheet quand même. Donc en gros, faut pas prendre par exemple le PSG parce qu'il y a un turnover Keylor Navas, Donnarumma par exemple. Et faut éviter les équipes qui font du turnover sur leur gardien, il y en a quelques-unes. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est plutôt de prendre des équipes, de viser genre Oblak à l'Atlético, tu vois, ou Courtois au Real, quoi. C'est-à-dire 2 mecs en plus qui vont te donner de l'utilité aussi pendant les Game Week internationales. Donc voilà, pour moi, ce serait Real, Atlético, Liverpool aussi, avec Alisson. Des grosses équipes qui font pas tourner leurs gardiens et qui font souvent des clean sheets, quoi.
Ouais, tout à fait. Et en plus, moi, ce que je conseille de temps en temps aussi, c'est quand le deuxième gardien n'est vraiment pas cher, de le prendre avec. Comme ça, ça permet en cas de blessure, tu as le deuxième gardien. Je prends l'exemple de Paul Lopez et Mandanda. Mandanda, sa cote a vraiment chuté. Là, on peut avoir deux bons gardiens, en plus dans une bonne équipe pour le prix d'un. Il y a encore l'exemple de Martin Paes, qui est le gardien titulaire Utrecht, qui est encore U23. L'année passée, c'était Höllschlägel, donc le gardien allemand aussi d'Utrecht. Et là, Höllschlägel vaut quasiment rien du tout. Donc pour les équipes, les managers qui veulent aussi avoir, donc ta solution elle est top. Et il faut toujours checker le prix du deuxième gardien. Ça peut être toujours intéressant d'avoir les deux en cas de blessure du premier. Deuxième question de Lionel de Mediaprono. Est-ce que venir des paris sportifs peut donner un avantage sur Sorare? Et si oui, lequel ou lesquels? Alors ouais, je pense que ça donne un petit avantage parce qu'il y a des outils en fait que tu utilises dans les paris sportifs que tu peux réutiliser sur Sorare. Donc moi par exemple, j'utilise beaucoup les statistiques avancées, ce qu'on appelle les statistiques avancées, c'est-à-dire par exemple la plus connue c'est l'expected goal par exemple, mais il y a l'expected assist, etc. Donc je les utilise moi pour faire mes paris sportifs plutôt au niveau de l'équipe, on va dire, pour déterminer quelles équipes sous-perf, sur-perf, mais ça peut s'appliquer très bien sur les joueurs. C'est-à-dire essayer de trouver des sources de données qui vont te donner les expected goals, les expected assists des joueurs pour essayer de trouver des joueurs qui pour l'instant n'ont pas fait d'action décisive sur SO5 mais qui potentiellement peuvent en réaliser quoi. Ils ont juste manqué de réussite. Comme je disais plus tôt quoi, le football c'est un sport hyper aléatoire, c'est un des sports les plus aléatoires parce que le scoring est tellement bas. Donc un but c'est limite une anomalie quoi comparé au nombre d'actions qu'il y a dans un match quoi. Donc voilà, donc j'utilise un des sites les mieux gratuits, c'est FBref pour avoir ce genre de données. Mais après moi j'utilise un autre site qui s'appelle Wisecout, mais qui est payant par contre, où là c'est en gros où tu as des stats opta d'expected goal, d'expected assist, etc. par joueur. Donc ça je l'utilise un peu aussi dans mes recherches de joueurs. Et l'autre truc que j'utilise beaucoup, qui vient des paris sportifs, c'est tout simplement les cotes des bookmakers. Parce que quelle est la donnée la plus pertinente qui va te permettre de savoir les valeurs des équipes pour un match, c'est les codes des bookmakers la plupart du temps. Donc c'est-à-dire qu'en gros, quand je fais mes line-up entre deux joueurs, je me dis bon, c'est deux joueurs de même niveau qui vont jouer plus ou moins contre des équipes de même niveau aussi. Je regarde les cotes en gros et je me dis ok bon le book il dit que la cote est à 2 plutôt qu'à 2,30 quoi. Donc ok, son équipe a quand même plus de chances de gagner. Ou je regarde les cotes du over-under aussi. Pareil, je me dis ok bon il y a plus de chances de voir des buts de ce côté-là. Donc voilà, j'utilise un peu les codes des bookmakers aussi pour faire on va dire mes derniers choix de line-up quoi, quand j'hésite vraiment entre deux gars quoi. C'est très intéressant. Moi les deux premiers sites que tu as cités, je ne les connais pas du tout. Je viens pas du monde du pari, mais c'est vrai que quand il y a des matchs d'équipes que je ne maîtrise pas à la perfection, enfin quoique la perfection c'est impossible de l'atteindre, mais bon voilà, des équipes que je ne suis pas particulièrement au quotidien, je regarde aussi les codes des bookmakers pour faire mon choix aussi comme toi. Très intéressant. Yes. Troisième question. Comment tu vois Sorare dans un an? Donc une question de Gabriel Stump, S-T-U-M-P. Donc il met entre parenthèses effet dissuasif de la disparition des paliers, l'arrivée massive ou pas de managers. Comment est-ce que tu vois l'évolution de Sorare d'ici un an? C'est assez spéculatif quoi, mais pour moi, je vois pas comment Sorare ne peut pas continuer de grandir quoi. Il y a beaucoup d'arguments pour ça quoi. Déjà forcément les levées de fonds qu'il y a eu récemment, la levée de fonds énorme là, où on en voit, on va dire, on en a vu juste le top de l'iceberg quoi. Pour l'instant, ils sont en train de recruter. On voit sur les réseaux sociaux, ils ont recruté plusieurs gars avec des gros profils sur des postes des pointures, managériales clés quoi. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un signe. Et on voit aussi la courbe d'évolution des managers. En gros, on gagne 400 nouveaux managers qui achètent une nouvelle carte par jour. Pour moi, il y a plein de bons signes qui font que je vois pas comment Sorare ne pourrait pas continuer de grandir sur l'année 2022. Voilà, c'est pour ça que je suis optimiste et que je pense que le prix des Limited, là, beaucoup de monde se plaint du fait que ça ait baissé, mais c'est juste, à mon avis, une histoire de supply, de demande, mais que plus le nombre de managers va augmenter, plus le prix des Limited va remonter et pour atteindre un niveau qui sera peut-être pas équivalent à celui qu'on a connu tout de suite, mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça. Et
La disparition des paliers, c'est une vraie question. J'attends de voir ce qu'ils vont nous sortir là pour essayer peut-être de donner de l'utilité à cette T2, T3, la fameuse courbe de progression et tout. Donc j'attends de voir ça avec impatience. Mais après, tout ce que j'ai lu sur les amas qu'ils avaient eu, ça fait un petit moment déjà qu'ils n'en ont pas fait, mais leurs questions-réponses d'il y a quelques mois me font penser que l'équipe de Sorare, ils sont conscients du fait qu'il faut qu'ils donnent de l'utilité au T2, au T3. Donc à mon avis, la disparition des paliers, ça va pas trop impacter. À mon avis, il y a pas mal de choses à mettre en place pour que des managers avec un budget moyen puissent s'y retrouver aussi sur Sorare. Donc pas inquiet, je suis très positif. Ouais, moi je partage aussi ton optimisme, surtout quand on voit qu'il y a de plus en plus de joueurs pros qui s'inscrivent sur la plateforme, qui achètent des cartes, qui font des trades avec des managers entre guillemets lambda. Dernièrement, Van Aken, Van de Voort qui ont été nommés ambassadeurs de Sorare, donc je partage tout à fait ta vision à court moyen terme de Sorare. Dernière question, Anthony, qui vient de Delray Fabrizio. Combien de temps passes-tu sur Sorare par jour ou par semaine? Si une carte d'un joueur dévalue, tu la vends à perte ou tu le mets dans le frigo en attendant que ça réchauffe? Combien je passe du temps? Je passe beaucoup moins de temps que je passais au début parce que ma galerie là est assez complète quoi. En gros, vu que je fais de l'achat-revente quand même, je vais passer entre 1 et 2 heures on va dire par jour dessus où je regarde quels joueurs ont monté quoi et quels joueurs je pourrais revendre, etc. Je check toujours un petit peu quand même les marchés primaires, secondaires aussi. Donc en gros, je dirais entre 1 et 2 heures par jour. Et après, est-ce que je vais hold? J'ai plutôt tendance à pas vendre à perte, même si en gros, je vais plutôt hold sur tous les joueurs jeunes, sur tous les cartes rares. Je pense qu'à long terme, je serai gagnant dessus. Mais après, ça m'arrive de vendre à perte, évidemment. Des joueurs où j'estime qu'ils vont avoir peu d'utilité, où j'ai des gros doutes sur leur avenir. Genre là, en MLS, il y a pas mal de joueurs où je me dis, est-ce que vraiment est-ce que leur contrat se termine? Est-ce qu'ils vont garder leur statut titulaire? Donc évidemment, ouais, des fois, je peux vendre à perte parce que j'estime qu'en gros, le prix du joueur ne remontera plus, quoi. C'est très clair. Anthony, on arrive à la fin de ce podcast. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose en conclusion. Non, c'était super cool. Je suis, comme je t'ai dit au début, c'est vraiment longue vie à ce podcast. J'espère que ça va continuer. Ça fait vivre l'écosystème de Sorare et donc voilà, c'est super intéressant. Merci encore pour l'invitation. Bah écoute, merci à toi. C'était vraiment un plaisir de t'avoir et d'échanger avec toi. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de points qui vont intéresser des auditeurs qui partagent ta stratégie, parce que c'est ça aussi la richesse de Sorare, comme tu l'as dit, c'est d'avoir différents profils. Des gens qui sont des managers qui sont plus orientés SO5, Game Week, d'autres l'achat-revendre. Dans l'achat-revente, il y a ton profil où c'est plus du court terme. Il y en a d'autres, c'est du moyen ou long terme. Donc c'est vraiment très riche d'avoir des avis différents. Anthony, merci encore. Je te souhaite le meilleur dans ton aventure Sorare et à très bientôt, je l'espère. Peut-être pas sur le podcast, mais certainement sur Twitter ou sur d'autres canaux. À très bientôt. Merci. Et bien le bonjour au Canada. Merci, au revoir. Encore merci à Parieur Panache, alias Anthony, qui était en direct avec nous du Canada. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter et faire de suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Média Sorare ou directement sur le site mediasorare.com. Et alors, si vous désirez, comme Simi97, qu'on analyse votre galerie avec le prochain invité, n'oubliez pas de faire la même chose, de poser le lien de votre galerie dans les commentaires. Et d'ici là, je vous souhaite à tous des excellentes Game Week et des bons rewards. C'était Magic Mehdi de mediasorare.com. Média Sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.